Bienvenue les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation automatique 1111 et stable diffusion. Aujourd'hui c'est une vidéo importante. Nous allons voir un outil que nous allons utiliser en permanence pour la suite. C'est la base pour la création de vidéos par intelligence artificielle et c'est la base pour beaucoup de choses. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez trouver donc toutes les vidéos de la formation entièrement à disposition sur ma chaîne YouTube. Il vous suffit d'aller sur ma chaîne, vous allez dans les playlists et vous avez ici formation à 1111 2024. Vous retrouverez également le plan de la formation dans la description de la vidéo, c'est ce Google Docs là, qui reprendra l'ensemble des vidéos faites. Et enfin, vous retrouverez un deuxième Google Docs qui correspondra au fichier formation de cette vidéo en particulier, où nous allons parler de l'image et l'impainting. Et comme d'habitude, vous retrouverez des petits exercices à la fin si cela vous intéresse. Et sans perdre plus de temps, nous commençons cette partie de la formation qui, comme je le disais, va être une des plus importantes que vous aurez à écouter, car on va parler de l'image to image et de la fonction inpainting d'Automatic. L'image to image ou image vers image est un outil indispensable dans votre boîte à outils. En fait, cette fonctionnalité va vous permettre de créer une image à partir d'une autre image que vous avez donnée à l'IA. Vous allez pouvoir guider grandement l'intelligence artificielle et modifier les images de façon très précise et ciblée. Je vous invite à ouvrir votre Automatic 1111 et vous retrouvez ici l'onglet Image to Image. Nous allons parler majoritairement de l'onglet Image to Image et de l'onglet InPaint. Vous allez voir que ce sont des outils ultra puissants. Vous allez pouvoir passer une image que vous avez déjà vers une autre image améliorée de celle-ci, avec plus de détails, et etc. Il y a diverses manières d'utiliser cette fonctionnalité-là, mais je vais d'abord vous montrer comment elle marche et ensuite je vais vous expliquer les processus que vous pouvez utiliser. Ici, votre logiciel attend une image en entrée. Vous voyez qu'il y a marqué déposer l'image ici. Et pour cette leçon, j'ai déjà généré une image par intelligence artificielle qui est celle-ci et que nous allons utiliser tout le long de la vidéo pour réaliser nos tests. Vous trouverez l'image dans le dossier de la formation en lien de la description. La première étape va être de prendre cette image et de la mettre ici. Il va falloir ensuite essayer de décrire cette image. Ici, on va pas trop se casser la tête et on va saisir la description la plus simple qui vient en tête, c'est-à-dire le portrait d'une femme. Voilà, votre image est maintenant configurée avec l'image en elle-même et la description, le prompt de cette image. Sous cette image, vous voyez les différents paramètres de l'onglet Image to Image, en commençant par le Resize Mode, donc le mode de redimensionnement de l'image. Alors en fait, ce paramètre va jouer sur la taille de votre image en sortie par rapport à la taille de votre image en entrée. Nous avons ici 4 paramètres, Just Resize, Crop and Resize, Resize and Fill et Just Resize. Je vous ai fait ici des exemples de ce que font ces paramètres. Ici, la fonction Just Resize va prendre votre image originale, qui ici était en paysage. C'est important, vous allez voir, car vous pouvez jouer sur la taille de votre image en sortie et notamment son format. Ici, sur l'image que j'ai mis, vous pouvez cliquer sur l'équerre, ici en bas, et cela va détecter la taille de votre image en entrée. Ici, vous pouvez voir que c'est du 1192 par du 888. On est donc sur un format paysage. Mais imaginons que je veux obtenir, moi, un portrait de cette image. Le format ne va pas être bon. Je vais donc cliquer ici sur invertir et vous voyez que la largeur et la hauteur ont été interverties. Maintenant ma largeur sera 888 et ma hauteur sera 1192, c'est un portrait. Pour vous illustrer ce que fait le Resize Mode de chaque paramètre, je vous ai fait les images suivantes. En faisant l'opération que je viens de faire, c'est-à-dire en voulant convertir un paysage en un portrait, si je sélectionne Just Resize, voici le résultat, c'est-à-dire que mon image originale va être compressée, va être resize, va être redimensionnée pour coller à la taille de sortie que je lui ai donnée. Donc vous obtenez une image un peu écrasée, vous voyez. La fonction Crop and Resize va tout simplement couper les parties externes de votre image originale, ne garder que la partie centrale, et donc ne va pas toucher à l'aspect général de votre image. Vous allez voir que c'est cette fonction que nous utilisons le plus, bien sûr, car nous n'obtenons aucune déformation de l'image. La fonction Resize and Fill, donc redimensionner et remplir, va prendre votre image, va la redimensionner et va remplir les parties qui n'existaient pas dans l'image de base comme il peut. Ici vous voyez que la partie haute ici et la partie basse en bas n'existaient pas dans l'image de base. Il y a moyen de faire un résultat cohérent ici, mais cela demande de l'utilisation d'extensions telles que CtrlNet, etc. que nous verrons dans la partie intermédiaire. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir un résultat convenable ici, et plutôt même impressionnant, en redimensionnant et en créant des choses qui n'existaient pas à la base. Et le dernier paramètre, nous allons pas l'utiliser du tout, ne vous inquiétez pas, il n'est pas utile de savoir ce que c'est. Donc ici je vais recliquer sur l'équerre car je veux obtenir la même image et le même format que j'avais. Donc je peux laisser Just Resize puisque de toute façon le résultat de mon image en sortie
ne sera pas altéré. J'ai exactement les mêmes dimensions que mon image en entrée. Ensuite, vous voyez ici en bas les paramètres de sampler, sampling step, etc. qui sont exactement les mêmes qu'expliqués pour le text to image, la vidéo précédente. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails et l'explication de ceci puisque vous savez déjà ce que c'est. Le seul nouveau paramètre que nous retrouvons ici qui n'était pas dans le text to image, c'est le denoising strength. Donc la force de débruitage. Noise, c'est le bruit. Denoise, c'est le débruitage. Et c'est en fait le paramètre le plus important ici. C'est avec ce paramètre-là sur lequel vous allez jouer, qui va déterminer votre image en sortie. Alors en fait, la fonction image to image fonctionne de la manière suivante. Vous prenez une image en entrée, le logiciel va rajouter une image de bruit, donc une image complètement aléatoire qui donne ce genre de pixels là, et en fonction de la force que vous allez donner à votre paramètre de noise, donc de bruit, cette première combinaison là, image initiale input et image donnée en bruit, sera différente. C'est-à-dire que si vous prenez un bruit de 0 par exemple, vous n'allez pas donner d'image aléatoire sur laquelle travailler au logiciel. Si vous donnez un bruit de 1, vous allez donner une image complètement aléatoire au logiciel. C'est-à-dire qu'à votre image initiale, vous allez rajouter 100% de bruit, et le logiciel va donc générer une nouvelle image par rapport à cette image bruitée, qui sera complètement différente de celle de l'arrivée. En gros, ce que fait le logiciel ici, c'est qu'il prend votre image en entrée, il rajoute un peu ou beaucoup de bruit en fonction de ce que vous choisissez, et il la débruite après. Il refait le processus de génération d'images par intelligence artificielle comme nous avons vu dans la vidéo précédente. C'est donc ce processus-là qui vous permet de garder une certaine cohérence par rapport à l'image que vous allez donner en entrée. Regardez ici, l'utilisateur a donné un bruit de 50%. Vous voyez donc l'image bruitée, mais on reconnaît quand même un petit peu la forme de l'image en entrée. Donc forcément, le résultat de l'image en sortie ressemble beaucoup à l'image en entrée. Donc plus vous augmentez ce noise, ce bruit-là, plus l'image que va utiliser le logiciel sera différente de celle en entrée, et le résultat sera différent aussi. Regardez, je vais vous montrer deux extrêmes très rapidement. Si ici, dans le denoise, je mets 0.01 et que je génère l'image, j'obtiens ce résultat-là. Ce résultat, c'est le même que le résultat en entrée en fait. Puisqu'on a pris l'image originale, on lui a rajouté presque pas de bruit et on demande au logiciel de travailler sur ça. Donc forcément, il va nous donner la même image. Si par contre je descends ici et que je prends un denoise de 0.9, on va rajouter beaucoup de bruit à l'image en entrée. Donc le logiciel va travailler avec une image très bruitée de l'image en entrée. Et si je clique sur Generate, j'obtiens ce résultat-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir à l'image en entrée. Là, c'est comme si on venait juste de faire un text to image. Et c'est normal parce qu'en fait, quand vous faites du text to image, donc un texte en image, et que vous mettez un prompt ici, vous donnez au logiciel une image à la base complètement bruitée, c'est-à-dire un bruit aléatoire. L'image to image, c'est de donner au logiciel une image un peu moins bruitée, donc avec un peu des directions, un peu comme les plans d'une maison, vous voyez, qui servira au logiciel pour construire la maison finale. Et regardez, je vous ai fait une comparaison ici des différents effets des denoising, donc du paramètre que je viens de vous expliquer. Et regardez, donc on part sur du 0,1 au début, et j'augmente la valeur à chaque fois, et vous voyez que plus nous augmentons le bruit, plus cela a un effet sur l'image rendue finale. Bon, cette image-là fait un petit peu peur, surtout que je viens de sortir une vidéo sur des robots, possiblement Terminator, qui vont sortir. Je vous promets que c'était pas fait exprès, mais bon. Voilà, donc vous voyez ici l'effet de ce paramètre-là que nous utilisons entre 0 et 1. Donc ce sera à vous de jouer en général entre 0,3 et 0,7 pour obtenir de bons résultats. Mais comme chaque image est différente et ça va beaucoup dépendre donc de ce que vous souhaitez obtenir. Nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Ok, maintenant on va faire des petits tests très rapides pour vous montrer l'utilisation de cet outil. Ici, si au lieu de noter portrait d'une femme, je veux lui changer les cheveux, je vais noter par exemple des cheveux rouges et bleus. Voilà, donc une fois mon prompt noté, je vais configurer en bas ici. Bon, j'ai pas besoin de changer grand chose, je vais juste mettre le denoise à 0,6 pour voir ce que ça fait et je clique sur Generate. J'obtiens ce résultat-là. Vous voyez qu'il m'a changé le décor et il a rajouté des espèces de peinture tribale sur le visage de la femme. Ça veut dire que le bruit qu'on a passé au logiciel est trop important. Donc je redescends ici, je le diminue à 0,5 et je reclique sur Generate. Voilà, comme ça on obtiendra une image en sortie qui sera un peu plus fidèle à l'image en entrée. Et voilà, j'obtiens ce résultat. Alors j'ai cliqué 2 ou 3 fois sur Generate, donc si vous n'avez pas le bon résultat dès le début, je vous invite à recliquer sur Generate plein de fois. Vous pouvez descendre ici et augmenter le back count que vous ayez plein d'images d'un coup. Mais vous voyez donc que l'image en sortie que j'ai a une composition générale et globalement pareille que celle en entrée, mais avec la description que j'ai rajoutée. Et bien sûr, votre image en entrée n'a pas besoin d'être une image générée par IA, ça peut être n'importe quelle image de la vie de tous les jours, ou même une image générée par une IA comme je viens de faire. Alors le workflow, donc le processus que nous faisons en général, c'est de passer du text to image vers le image to image. Ici je vais mettre une voiture et je clique sur Generate.
J'obtiens ici une image donc d'une voiture générée par IA. Mais je souhaite rajouter des détails à cette image et l'améliorer. Je vais faire quoi? Je vais la passer dans le Image to Image. Pour faire ça, vous avez deux solutions. Vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Send Image et Generation to Image. Donc en fait, ça va passer votre image dans Image to Image. Soit vous enregistrez l'image sur votre ordinateur et vous la remettez sur Image to Image. Moi je vais cliquer ici puisque ça va tout importer dedans. Une fois votre image dedans, vous configurez comme nous avons vu précédemment. Je vais mettre 0,7 et je vais cliquer sur Resize 2 fois. C'est-à-dire que je vais grossir mon image initiale x 2. Ça va rajouter beaucoup de détails à mon image, tout en préservant la structure générale de l'image en entrée. Et ici, je laisse sur Just Resize, puisque je ne vais pas changer l'aspect de mon image, le ratio. Je peux donc cliquer sur Just Resize. Et je génère. J'obtiens cette image-là en sourcil. Et comme vous voyez, c'est une image très similaire à mon image en entrée, mais avec beaucoup plus de détails que l'image originale. Voilà donc l'une des utilisations de l'Image to Image. Mais vous verrez que ce n'est pas du tout la plus importante. La plus importante sera pour générer les vidéos, mais que nous verrons plus tard. Allez, on va passer à la partie suivante, et notamment nous allons voir l'outil InPaint, qui est vraiment un outil très puissant. En fait, le Image to Image va vous permettre d'améliorer votre image de manière générale. Vous pourrez guider le logiciel de façon globale, mais vous ne pouvez pas jouer sur les petits détails. C'est ce que va nous permettre l'onglet InPaint. Vous le retrouvez ici, à côté de Sketch, et de la même manière que précédemment, il vous demande de rentrer une image, donc c'est ce que nous faisons maintenant. Et vous allez très vite comprendre pourquoi cet outil-là est sans doute l'outil le plus puissant d'Automatic 1111. C'est notamment grâce à cet outil-là que nous pouvons changer par exemple les cheveux des personnes. Regardez ici, donc ça je l'ai fait avec l'outil InPaint, où j'ai mis des cheveux verts et des cheveux rouges, sans du tout toucher à tout le reste. Nous pourrions faire pareil pour les yeux, pour la bouche, pour le nez, pour tout, pour le décor. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait. Donc une fois votre image rentrée dans le logiciel, vous descendez et vous avez les différents paramètres de l'InPaint. Et le premier d'entre eux, c'est le Mask Blur. Donc le flou de votre masque, ou autrement dit le flou de votre sélection. Pourquoi sélection? Parce que l'InPaint est un outil qui vous permet de sélectionner des parties de votre image. Vous avez, si vous passez la souris ici, vous voyez un petit rond blanc. Je vous invite à cliquer ici et à le monter. En fait, c'est la taille de votre stylo. Quand vous cliquez, regardez, vous pouvez sélectionner une partie de votre image. Ça, c'est votre sélection, votre masque. Et c'est ça qui va être modifié dans l'image. Le Mask Blur, c'est donc le flou qui va être appliqué autour de votre sélection. C'est la dureté des bords de votre sélection. C'est le montant des pixels qui vont être affectés en dehors de votre sélection. Regardez, en fait ici, si vous prenez un blur de 0, vous voyez un cutoff ou un bord très dur. En fait, vous voyez clairement votre sélection. Car 0 pixels sont affectés en dehors de la sélection. Par contre, si vous le mettez au maximum, en fait, tous les pixels autour de la sélection seront affectés. Ce paramètre, il est à 4 de base. Je vous conseille de le laisser entre 4 et 10. Ça n'a pas trop d'incidence sur le résultat final. Ensuite vient le Mask Mode. Ça c'est très facile. Si vous laissez InPaint Masked, c'est-à-dire que l'InPaint va s'appliquer sur votre ou dans votre sélection. Donc ici, il n'y a que ce que vous avez sélectionné qui va être affecté. Si vous cliquez sur InPaint Not Mask, c'est un peu comme la fonction intervertir de Photoshop pour ceux qui connaissent. En fait, c'est tout le reste qui va être affecté et non pas votre sélection. Honnêtement, vous allez utiliser le InPaint Not Mask uniquement pour changer les fonds en général. Sinon, la plupart du temps, vous allez rester sur le premier. Et vient ensuite le paramètre le plus important de l'InPainting, ou en tout cas un des plus importants après le denoise, c'est le Mask Content. Regardez encore une fois, je vous ai fait ici un petit schéma de l'effet des différents paramètres. Donc si vous cliquez sur Fill, que va faire le logiciel? Il va prendre votre sélection et il va la flouter. C'est donc ce plan-là qui va rentrer dans le logiciel, c'est cette base-là qui va être utilisée pour générer votre image. Si vous le laissez sur Original, en fait le logiciel va se baser sur l'image originale pour changer les détails. Si vous cliquez sur Latent Noise, donc le bruit latent, votre sélection va être remplacée par un bruit complètement aléatoire. Ça revient à mettre du denoise à 1 complet et votre logiciel va donc générer un résultat complètement aléatoire, bien sûr guidé par les prompts. Et enfin le Latent Nothing, votre logiciel va prendre votre sélection, il va blur l'image, donc la flouter, et faire une synthèse des couleurs qu'il y a autour. Pourquoi ces paramètres? Il faudra que vous jouez sur ces paramètres en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Pour vous montrer un exemple, l'image suivante, regardez, je vais sélectionner les cheveux de cette femme, et une fois sélectionné, je vais mettre red et blue, donc des cheveux rouges et bleus. Et voici ce qu'on obtient en fonction du paramètre choisi. Donc comme vous pouvez voir, lorsque nous avons cliqué sur Original par exemple,
la génération s'est basée sur ce qu'il y avait à la base, et donc est beaucoup plus proche de notre image originale. Par contre, si on regarde le latent noise, donc un bruit complètement aléatoire, le résultat est beaucoup plus différent de l'image à la base. Alors vous aurez l'occasion de mieux comprendre au fur et à mesure que nous allons générer des images, mais en gros, nous allons utiliser le latent noise, donc le bruit aléatoire, pour générer des nouveaux éléments qui ne sont pas à la base. Par exemple, si vous voulez générer un collier, vous allez très souvent utiliser le latent noise, puisque les éléments présents dans l'image originale ne sont pas suffisants pour le logiciel pour générer carrément un nouvel objet. Encore une fois, si c'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, vous allez plus comprendre lorsque nous allons utiliser ce logiciel. Et enfin, le dernier paramètre, attention, il ne faut pas le comprendre avec le mask mode. L'InPaint Area, c'est ce que va utiliser votre logiciel pour générer votre image, encore une fois. Mais vous allez voir qu'on peut choisir. Imaginons que je veux changer les yeux de cette femme. Je vais donc sélectionner ses yeux. Je vais créer un masque pour ses yeux. Donc si je laisse ici un wall picture, donc toute l'image, le logiciel va utiliser tous les éléments, absolument tous les éléments de l'image, donc même celui-ci en bas, pour générer vos yeux. Le problème, c'est qu'en faisant ça, nous avons deux problèmes. Le premier, c'est que votre logiciel va utiliser beaucoup plus de ressources, et le deuxième, c'est que votre résultat final sera un peu moins précis et aura moins de détails, puisque beaucoup plus d'informations aura été utilisées pour générer cet aspect-là. Et pour régler ce problème, les développeurs d'Automatic 1111 ont donc développé ce que l'on appelle le Only Masked, c'est-à-dire que votre logiciel va utiliser juste une partie de l'image, ici autour d'elle, autour de votre sélection, pour générer le résultat. Ici, si je veux changer les yeux, j'ai pas besoin de regarder l'élément qu'il y a là. Il suffit de regarder autour et le résultat sera très satisfaisant. Ça permet de générer des éléments beaucoup plus précis et avec beaucoup plus de détails. Pour changer les petits objets dans les images, nous allons utiliser cette option-là. Et pour changer les gros objets, nous allons utiliser l'autre option. Par exemple, pour changer les cheveux, en fait, pour que cela soit cohérent dans l'ensemble, il va falloir utiliser le wall picture, donc il va falloir utiliser toute l'image. Mais pour changer juste des yeux, il n'y a pas besoin d'utiliser toute l'image, ce qui donnera un résultat beaucoup plus précis et avec beaucoup plus de détails. Ce slider ici que vous voyez, le padding, donc en pixels, c'est en gros la taille de votre carré autour de votre sélection, comme vous voyez ici. Si nous prenons un petit padding, ça va prendre un petit carré autour. Si nous prenons un grand padding, ça va prendre un grand carré autour. Il faudra jouer sur ce paramètre en fonction des résultats que vous obtenez. Si vous voulez changer les yeux et que le résultat ne vous satisfait pas trop, augmentez ici le padding et voyez le résultat. Et pour les autres paramètres, ce sont exactement les mêmes que nous avons vus. Vous avez donc vu là l'ensemble des paramètres de l'InPainting. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite démo sur cette image-là, sur laquelle on va changer les éléments. Je vous propose de commencer par changer les cheveux. On prend notre stylo et on sélectionne les cheveux. Ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas une sélection parfaite. N'oubliez pas que nous générons des images par IA et que le logiciel va donc être capable de remplacer tout ce qui se trouve en trop dans votre sélection. Ici, comme vous pouvez voir, je prends même l'oreille, parce que je sais très bien que l'IA va être capable de générer mon oreille par la suite. Voilà, une fois la sélection faite, j'écris ce que je souhaite obtenir dans l'image. Ici, je vais mettre des cheveux verts. Voilà, je règle mes paramètres. Ici, on va tout laisser comme ça au début. Par contre, je vais cliquer sur Wall Picture, car la taille de l'objet que j'ai sélectionné est très grande par rapport à l'image générale, et donc, il vaut mieux utiliser toute l'image ici. Je vais mettre un denoise de 0,7, et je clique sur Generate. Voilà, du premier coup, je me retrouve avec cette image. Bon, ça me satisfait bien, donc je vais garder cette image et je vais cliquer sur le petit bouton ici, la palette de couleurs. En fait, ça va m'envoyer mon image de nouveau dans mon InPaint. Je clique ici sur la gomme pour enlever ma sélection et je passe maintenant à la chose suivante que je veux modifier. Voilà, disons que je souhaite modifier les yeux de cette image maintenant. Donc je clique sur les yeux ici, ici. Et je vais écrire par exemple des yeux vert clair. Je descends ici, par contre je vais cliquer sur Only Masked, parce que je n'ai pas besoin d'utiliser toute l'image pour générer mes yeux et que j'ai envie que les yeux soient très détaillés. Pour le padding, je vais laisser comme ça au début pour essayer. Je laisse le denoise à 0,7 et je fais Generate. On va voir ce que ça fait. Regardez, lors de la génération, vous voyez ici le padding, c'est-à-dire que toute l'image n'a pas été utilisée. Et voici le résultat. Je trouve ces yeux un peu gros, donc pour rester un peu plus fidèle à l'image originale, je vais diminuer de nouveau le denoise à 0,62 par exemple et cliquer sur Generate de nouveau. Voilà, nous commençons à obtenir des yeux qui sont plus fidèles et plus réalistes à ce que nous avions. Et voilà le résultat. Je vais cliquer ici de nouveau sur Send to InPaint, je clique sur la gomme et je passe à la chose suivante. Par exemple, on va sélectionner sa bouche et on va écrire Red Lipstick Mouse, donc on va mettre du rouge à lèvres en fait. Pareil, c'est un petit objet dans l'image, donc je vais cliquer sur Only Mask. Je vais augmenter un petit peu le padding pour qu'il prenne un peu plus de détails autour. Et je vais mettre un denoise à 0,7 par exemple. De nouveau, je clique sur Generate et j'obtiens ce résultat. C'est dégueulasse. Franchement, il s'est raté. Donc de nouveau, je descends, je diminue, hop, le denoise et je reclique sur Generate. Et voilà le résultat. On pourrait continuer comme ça des heures. En fait, c'est de cette façon-là que vous allez modifier vos images petit à petit pour ajouter à chaque fois plus de détails et obtenir des images IA très poussées.
Et voilà, vous connaissez donc maintenant la base de l'image to image et de l'inpainting. Ça va être très important pour la suite. Vous allez voir que c'est la base pour générer des vidéos par intelligence artificielle. Je vous invite à vous rendre sur le fichier formation. Vous descendez tout en bas et vous avez une série d'exercices avec lesquels vous pouvez jouer et tester pour vous amuser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la leçon suivante où nous allons vraiment commencer dans le vif du sujet et nous allons pouvoir commencer à vraiment nous amuser. À bientôt.